Alors, l'affaire libyenne est bel et bien devenue une affaire Sarkozy, en cause des financements massifs accordés par la dictature Kadhafi pour le financement de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. De l'argent liquide, beaucoup d'argent liquide, a été livré à l'équipe de celui qui était au ministère de l'Intérieur avant la campagne électorale présidentielle de 2007. Et voilà un témoignage, celui de Ziad Takieddine, Takieddine qui est un intermédiaire clé dans cette affaire. Voilà ce qu'il a raconté à Mediapart avant de le confirmer sur procès-verbal devant les enquêteurs en charge de ce dossier. Regardez. Il n'y a rien d'autre que de l'argent. Il y a à peu près, je pense, la première, c'était 1,5 million. Mais cette fois-ci, je suis amené directement en haut. Au premier étage, il y a un appartement. Est-ce que vous rencontrez M. Sarkozy? Oui. En personne? Oui. Donc vous avez un entretien avec M. Sarkozy qui dure quelques minutes? 2, 3, 4. Vous parlez des infirmières? C'est tout. Bulgares. La valise, est-ce que vous l'avez posée dans cet appartement? Ah, posée, toujours. Vous vous souvenez où vous l'avez posée? À l'entrée, c'était quelque chose de... Quand je rentre, il y a quelque chose de rectangulaire, là, qui est très profond. Et comme un salon, mais en longueur. À l'entrée, derrière, vous ouvrez la porte, il y a un petit salon, là, contre le mur. Est-ce que M. Sarkozy vous a vu déposer cette valise contre le mur? Bien sûr. Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. Oh. Est-ce que vous avez vu M. Sarkozy ouvrir la valise? Non, non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il... Ni ouvert, ni vérifié, ni rien du tout. On parlait tout de suite d'autre chose. Fabrice Arfi, Karl Lasque, vous êtes les deux journalistes de Mediapart qui, depuis maintenant 7 ans, travaillaient sur cette affaire. Le premier article que vous avez pu publier était titré « Le grand soupçon libyen » et daté de juillet 2011. Aujourd'hui, l'ancien chef de l'État vient de sortir, selon nos informations, de 2 jours de garde à vue dans les locaux de la brigade financière à Nanterre. Est-ce qu'on sait maintenant ce qu'il peut se passer? On est mercredi, il est 19h05. Où en est-on, Fabrice? Alors oui, d'après ce qu'on sait, les auditions qui ont commencé dès mardi matin, je dirais pas à l'heure du laitier, mais vers 8h du matin, pour Nicolas Sarkozy, sous un statut particulier, tu l'as dit François, qui est le statut de gardé à vue. Hein. Donc je rappelle juste, selon le code de procédure pénale, ça veut dire que les enquêteurs ont des raisons plausibles de soupçonner son implication dans les faits qui sont visés par l'enquête judiciaire. Les faits d'un point de vue pénal, c'est corruption, trafic d'influence, détournement de fonds publics, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens social, recel. Alors évidemment, tout n'est pas opposable à Nicolas Sarkozy, mais c'est pour montrer un peu quel est le champ de l'enquête judiciaire depuis avril 2013. Comme tu le disais aussi, d'après nos informations, les auditions sont terminées. Alors nous, on fait très attention à ne jamais annoncer, hein, comme on le dit souvent, on est privé d'avenir dans le journalisme. On a déjà suffisamment de mal à essayer d'établir ce qui s'est passé, voir ce qui se passe au présent. Mais il y a plusieurs hypothèses. Il peut être attendu devant les juges tout de suite dans la soirée et présenté devant les magistrats. Il pourra être éventuellement mis en examen, éventuellement mis sous le statut moindre de témoin assisté. Il peut très bien rentrer chez lui et être convoqué dans plusieurs jours pour avoir à s'expliquer sur l'affaire. Donc, au moment où on se parle, nous, on reste très prudent, on ne peut rien annoncer et on attend. Si ce n'est que, évidemment, ce qui se passe a été, et ça a été beaucoup dit depuis 48 heures sur tous les médias, y compris chez nous, évidemment, une accélération spectaculaire de ce dossier sur lesquels les magistrats et l'Office anticorruption de la police judiciaire qui est situé à Nanterre enquêtent depuis maintenant 5 ans. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
Vous avez été l'un des très proches de Nicolas Sarkozy. Vous avez travaillé avec lui depuis 1993. Vous avez été dans son équipe de campagne lors de la présidentielle de 2007. Vous avez ensuite été député UMP, puis les Républicains, et vous avez été ministre de 2010 à 2012, secrétaire d'État au commerce. Quand vous faites la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, vous n'entendez jamais parler de la Libye? Ça n'existe pas? Jamais. Et par la suite? Par la suite, j'en ai entendu. Hors article de presse? Ah non, jamais. Vous savez, j'ai sorti un livre. On va en parler, bien sûr. Mais qui est important parce que il explique, d'abord, c'est une campagne, vous savez, qui a été une campagne assez particulière, puisque vous vous souvenez qu'il y a un film, d'ailleurs, qui a été fait qui s'appelle La Conquête, que c'est sans doute le moment le plus rêvé par Nicolas Sarkozy, celui de devenir président de la République, que nous-mêmes, dans son sillage, on était surnommé la firme, un certain nombre par vous tous, par les journalistes. Et vous-même étiez surnommé. Non, pas vous, mais. Et vous-même étiez surnommé. C'était un moyen de montrer votre proximité avec Nicolas Sarkozy. Était surnommé de ce qualificatif peu aimable, mais c'était le qualificatif employé, le pitbull de Sarkozy. Tellement vous montiez en défense pour votre ministre qui allait devenir président. Voilà, on va dire ça. À mon avis, en termes de timing, c'est pas tout à fait les bons moments, mais c'est pas grave. En tout cas, on était une équipe très soudée. Et à ce moment, vous vous en souvenez tous, interviennent des problèmes dans la vie privée de Nicolas Sarkozy. Son épouse s'en va, son épouse revient. Et cette campagne a été finalement un moment de joie, évidemment, mais de douleur partagée pour lui, mais pour nous. Et notamment avec des choses que j'ai vécues très douloureusement à l'époque, qui étaient d'avoir été purement et simplement écarté, en réalité, de la campagne. Donc je raconte ça. Quand Cécilia revient et impose à Nicolas Sarkozy de se débarrasser de la firme, justement. De la firme. Et donc, moi, je n'assiste pas aux réunions de direction de la campagne. Et je raconte dans le livre que c'est même assez surréaliste parce que les gens me voient sur les images accompagner Nicolas Sarkozy dans les meetings, mais que quand on est dans la loge, on n'échange pas un mot. Il ne veut pas me parler. Je dis dans le livre peut-être qu'il n'a pas le droit de me parler. En tout cas, ça montre dans quel état d'esprit nous sommes à ce moment-là. Et moi, évidemment, j'ai tellement consacré de temps à cet objectif que je veux malgré tout aller jusqu'au bout de cette aventure. Et ensuite, vous l'avez dit, moi je ne vais pas à l'Élysée, je deviens député, je raconte dans quelles conditions, et je ne parle pas à Nicolas Sarkozy pendant très longtemps. Et je prends ma liberté, je vote des amendements qui déplaisent au président de la République, à son gouvernement, notamment un qui a fait 2 fois la une. Alors, on va y revenir là-dessus, voilà. Frédéric. Et donc, il y a un petit épisode sur lequel... bien que du coup, je suis incapable d'infirmer ou de confirmer vos accusations en réalité. Est-ce qu'il y a un élément, par exemple, sur la libération des infirmières bulgares, qui est déjà un dossier libyen important, dont on a découvert par la suite combien il avait été reconstruit, hein, le narratif autour de cette libération des infirmières bulgares fait par l'Élysée ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé dans la réalité, en particulier les discussions avec des négociateurs européens. Là, vous n'avez pas une alerte au moment de cette libération des infirmières bulgares et de la fête donc officiellement ramenée en France par Cécilia Sarkozy et faite dans des conditions pour le moins étranges. Non, vous n'avez pas plus d'alerte que ça. Ça va vous paraître peut-être curieux, peut-être il y a de la naïveté, peut-être, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que je vois parfaitement, et je suis parfaitement en mesure de voir que cette opération de libération des infirmières est une opération qui, en même temps, a une importance exceptionnelle pour Nicolas Sarkozy, qui a besoin de confier à sa femme une mission de la plus haute importance, et donc on voit bien que sont mêlés un certain nombre de choses, bien sûr. Mais au-delà de ça, est-ce que pour autant, ça vient mettre des soupçons sur des choses dont on parle aujourd'hui, et qui font que Nicolas Sarkozy est
en garde à vue, peut-être Karl, je vais rebondir un peu, parce que c'est vrai que en fait, ce qu'on découvre aujourd'hui, en fait, c'est un peu la face cachée, c'est-à-dire c'est toute la part d'ombre de cette campagne, et à travers en fait l'intervention de Takedine, d'Alexandre Djouri, on comprend bien dans cette affaire que, au fond, ces personnages restent dans l'ombre et cuisinent, entre guillemets, les financements dans l'ombre. Et ce qui transparaît dans l'enquête, c'est bon, ce qui affleure, c'est par exemple le fait que il y a eu beaucoup de cash, il y a des personnes qui ont touché des primes en liquide. Bon, ça c'est ce qui affleure, mais c'est vrai que, au fond, l'intervention de ces intermédiaires reste très confidentielle, reste réservée au premier cercle, je dirais. Donc Brice Hortefeux, Claude Guéant sont en contact direct avec Takedine pour ce qui est de Guéant et Alexandre Djouri pour ce qui est de Guéant également. Donc on est dans quelque chose qui est complètement occulte. Et c'est ça, je dirais, un peu la révélation d'aujourd'hui ou de ces quelques derniers mois de cette enquête, c'est comment on a un personnage qui est ministre de l'Intérieur, qui devient président, et qui a ouvert ses portes, je dirais, de manière complètement occulte, à des personnes qui sont, au fond, chargées de l'argent noir, est chargé des financements occultes. Vous avez ailleurs, publié... un passé pénal pour l'un d'entre eux assez lourd. Vous avez publié, Karl et Fabrice, 70 enquêtes. 60 papiers, ouais. 60 articles. 60 articles sur cette affaire libyenne. Et c'est vrai qu'il est assez surprenant de voir toujours un nombre d'acteurs limité. C'est une demi-douzaine de personnes. Comme tu le disais, c'est Sarkozy, Guéant, Djouri, Takedine, Hortefeux. Il n'y a pas... Non, c'est pour ça que nous, on fait toujours attention. Et c'est pour ça qu'on est par ailleurs ravis que Frédéric Lefebvre vienne converser avec nous à la faveur, notamment, bien sûr, de la publication de son livre, mais il n'est pas sans savoir que c'est dans un journal particulier vis-à-vis de l'affaire libyenne et d'un moment judiciaire particulier, qui est celui de la garde à vue de M. Sarkozy. Mais ça ne veut pas dire que nous mettons tout le monde au cœur du système, parce que, comme le disait Karl, c'est très cloisonné. Dans cette affaire libyenne qui est très profuse, très documentée, contrairement à une espèce de mantra d'éléments de langage qui avait été dit par un certain nombre de sarkozystes ces derniers mois et ces dernières années, il a été montré notamment et démontré qu'il y a un soupçon très fort sur, d'un côté, un financement politique et de l'autre côté, un financement privé. On y reviendra peut-être. Mais j'ai, de ce point de vue-là, une petite question à Frédéric Lefebvre. Il y a beaucoup d'anciens de la campagne de 2007 qui ont été entendus par les enquêteurs. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, c'est plusieurs dizaines. Et tous ont parlé de la circulation importante d'espèces pendant la campagne. Certains ont parlé de coffres-forts dans lesquels il y avait des centaines d'enveloppes, ou qu'ils ont touché des primes en centaines, parfois en milliers d'euros en cash. Ça a été à ce point documenté par l'enquête que Éric Woerth, qui était trésorier en 2007, là où il démentait dans l'affaire Bettencourt le moindre centime en liquide illégal, il a été obligé, dans le cadre de l'affaire libyenne, de reconnaître ce qu'il démentait quelques temps plus tôt dans l'affaire Bettencourt, à savoir qu'il y avait bien du cash dans la campagne. La question, elle est très simple. Est-ce que vous avez vu de l'argent liquide circuler pendant la campagne, même si j'ai bien compris qu'à un moment donné, vous avez été dans une sorte d'angle mort? Alors, plusieurs choses. D'abord, je voudrais rappeler quelque chose, c'est que, et vous le savez bien, et vous prenez des précautions, mais en même temps, vos accusations sont étayées et sont des affirmations qu'aujourd'hui, la justice est saisie, qu'il y a une garde à vue qui se termine, que les magistrats vont prendre un certain nombre de décisions, que même si Nicolas Sarkozy était mis en examen, il y a ensuite la présomption d'innocence. Bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun moyen ni d'infirmer ni de confirmer. Donc je veux bien être très clair là-dessus. Je ne suis absolument pas parmi vous pour venir confirmer ce que vous dites ou pas. Je n'ai pas d'information. Je vais répondre précisément à ce que vous dites. Évidemment, j'ai lu ce à quoi vous faites référence. Moi, je n'ai absolument rien vu, mais là encore, vous qui avez lu mon livre, vous avez parfaitement compris, et je raconte d'ailleurs cette scène en me moquant un peu de moi-même et un peu sur le ton humoristique, en pastichant Alexandre Dumas, avec le cardinal Guéant et les mousquetaires, une scène où
Claude Guéant, qui a été choisi par Nicolas Sarkozy pour être directeur de campagne, décide de convoquer à Beauvau mes collaborateurs à l'UMP, sans m'inviter. C'est moi qui m'impose à la table, et il y a un échange qui est viril, que je raconte de manière un peu romanesque, et qui nous vaut ensuite un échange où on sort dans la cour, loin de tout micro possible, et qui explique beaucoup des tensions qu'on voit ensuite. Donc, vous imaginez bien que la manière dont on m'écarte en réalité de la campagne, et dont, puisque moi je mets quasiment pas les pieds au QG de campagne, j'y vais de temps en temps. En réalité, je raconte dans le livre, ce qui montrait d'ailleurs l'ambiance que personne n'imaginait dans la campagne. Il y avait Rachida Dati à l'époque et Xavier Bertrand qui étaient porte-parole. Donc j'ai été invité par les collaborateurs des deux à préparer ces points presse pour les mettre d'accord, parce que c'est ce que je faisais auparavant à l'UMP. Sinon, je n'ai jamais mis les pieds au QG. Et ensuite, vous le savez très bien, je n'ai pas été invité alors le soir de la victoire. Moi, j'étais à la Concorde, parce que moi, j'ai toujours été les mains dans le cambouis pendant cette campagne. Mais ce qui a été très douloureux et que je raconte, c'est que je n'ai pas été invité à la passation de pouvoir. Ah oui. Donc, à l'Élysée. À l'Élysée. Donc, les gens ne peuvent pas imaginer ça, évidemment, parce que tout le monde, vous l'avez rappelé, Pitbull. Ensuite, comme je reviens beaucoup plus tard comme porte-parole, je raconte dans le livre souvent que beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui me connaissent très bien devaient imaginer que je parlais en permanence avec Nicolas Sarkozy. De même, quand j'étais ministre, je raconte qu'en réalité, je n'ai eu qu'une conversation avec lui. Et donc, il faut bien comprendre que je ne suis pas du tout en train de dire que ça étaye vos accusations. Non, non, mais je comprends. Mais j'explique. Vous n'aviez aucune visibilité sur ce qui s'est Aucune passé. visibilité. D'accord. Blacklisté, c'est le mot. Fabrice, quand on lit le récit que tu publies avec Karl, ce qu'il y a d'étonnant, et ce que vous racontez également très bien dans votre livre avec les compléments du guide. Compliments. Les compliments. Et les compléments aussi, d'ailleurs. C'est que finalement, tout est sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les principaux acteurs ont parlé ou bien à d'autres gens, ou bien devant des tribunaux. L'ancien Premier ministre libyen a parlé devant un tribunal en Tunisie. Senoussi a parlé devant la Cour pénale internationale. Et finalement, les éléments du puzzle sont éparpillés, mais ils sont tous sur la table, ou à peu près. Oui, en fait, c'est très vrai. C'est-à-dire que l'expression puzzle, c'est celle qui revient souvent dans les émissions de Mediapart pour qualifier nos enquêtes. Mais c'est vrai, parce que ceux qui pensent que tout arrive tout cuit dans une rédaction et qu'on sort ça d'un coup, non. Avec Karl, on a commencé à enquêter, c'était au début de l'année 2011, sur cette histoire. Le premier papier, comme tu le disais, date de juillet. C'est comme vraiment une pelote dont un fil dépasse, qu'on tire pour le dévider. Mais à force, il y a une mise en cohérence, qui a été notamment celle du travail des enquêteurs, de tous les éléments épars qui, mis bout à bout, nous racontent une histoire. Et cette histoire, en effet, c'est celle du soupçon, peut-être de la pire des corruptions présumées, de la pire des corruptions, entre guillemets, qui est la corruption d'une démocratie, la France, par une dictature, celle de Mouammar Kadhafi. Alors, il y a les témoignages, comme le disais, des anciens dignitaires, dont il ne faut pas prendre, sans mauvais jeu de mots, pour argent comptant, parce qu'ils disent quelque chose que ça a existé. Seulement, il y a un faisceau de concordance qui est aujourd'hui documenté par des éléments matériels. Nous avons, pour ce qui est du financement politique, et je ne vais donner que 10% de ce qu'il y a dans le dossier, nous avons celui qui donne l'argent en Libye, Abdallah Senoussi, qui, pour rappeler qui c'est le beau-frère de Kadhafi, le chef des services secrets militaires, mais qui, pour la France, n'est pas n'importe qui. C'est la personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir organisé l'attentat contre l'avion de ligne DC-10 UTA, qui a fait 170 morts, dont 54 Français en 1989. Eh bien, cet homme, dans un procès-verbal qui est resté très longtemps secret, que nous avons révélé, je crois, en 2016 avec Karl devant la CPI, a raconté comment il avait donné 5 millions en euros à un intermédiaire qui s'appelle Ziad Takedine à des dates, en 2006 et 2007, pour financer la campagne.
Ziad Takieddine, qui ne peut pas connaître ce témoignage, il ne peut pas le connaître, il est confidentiel, Oui. il n'y a pas accès, bon, il n'est pas parti à la CPI. Dans le même temps, fait la révélation qu'on a vue en début d'émission, qui dit qu'il a pris de Senoussi 5 millions d'euros entre novembre 2006 et 2007 et qu'il les a remis à messieurs Guéant et Sarkozy. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'on découvre? Que le même Claude Guéant, le temps de la campagne, et ça vous ne pouviez pas le savoir, dans le plus grand secret, il ouvre une chambre forte dans une agence bancaire de la BNP à Paris, la BNP Opéra pour être précis, une chambre si grande qu'un homme peut y rentrer dedans. On sait qu'il est allé 7 fois pendant le temps de la campagne. Cette chambre forte, ce coffre-fort, n'a été ouvert que pour la campagne présidentielle. Quand il a été interrogé en garde à vue par les enquêteurs pour savoir ce qu'il avait mis dans cette chambre forte, il a dit que c'était pour y dissimuler des discours de Nicolas Sarkozy. Bon, bizarrement, les enquêteurs ont un peu de mal à croire les discours de que Nicolas les discours Sarkozy, qui étaient disponibles sur l'intranet... Ils sont sur Internet. Voilà, ils sont même partout. sur l'intranet, Oui. avant d'être diffusés, mais sur l'intranet de l'équipe de campagne, on avait besoin de les mettre dans une chambre forte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait que les comptes de campagne sont insincères, puisqu'ils ont été abondés en cash, au point que Éric Woerth l'ait reconnu, avec des explications qui ont été jugées dans un rapport de police, avec ce joli adjectif que les policiers ont utilisé de captieux. Ça veut dire qu'il vise délibérément à tromper, concernant celui qui est aujourd'hui le président de la Commission des finances. Quand on a ces éléments, on a déjà un récit sur le financement politique. Et puis alors, Karl, il y a également des documents tout de même, et en particulier ce document qu'on publie en avril 2012, qui est une sorte de protocole d'accord pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. On va découvrir à la fois, dans les documents, il y a les documents Takieddine, et puis après il y a une série de documents qui sont issus les documents Takieddine, c'est toutes les notes, c'est tous les échanges entre Takieddine, c'est un peu le journal de bord de Takieddine, et puis par la suite on obtient effectivement des documents qui sont issus des archives libyennes. Ça me fait, comment dirais-je, penser, disons, au fond, à l'essentiel de cette révélation même d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on bascule là vraiment avec l'audition de l'ancien président dans un niveau d'affaires d'État qu'on n'a, je pense, encore jamais connu. Il faut réaliser l'ampleur, je dirais, du tremblement de terre constitue aujourd'hui déjà la garde à vue et probablement le financement par une la mise en puissance examen étrangère et par une dictature d'une campagne ce qui est encore, je électorale. pense, jamais arrivé, même peut-être dans l'histoire mondiale. C'est-à-dire deux chefs d'État qui pactisent entre eux secrètement avec un pacte générique, je dirais, de financement dont, comment dirais-je, Mouammar Kadhafi était relativement coutumier, parce que Kadhafi était un financeur de mouvements politiques africains, latino-américains, de mouvements de libération nationaux, etc. Il y avait une tradition de versement d'argent dans beaucoup de pays. Et donc, quand la rencontre se fait avec Nicolas Sarkozy, qui a une demande, selon Kadhafi, d'un financement, là, il y a deux mondes qui se rencontrent. Il y a le pays, effectivement, du tiers-monde qui est prêt à corrompre, entre guillemets, l'État occidental. Et de l'autre côté, la personnalité, le clan politique, qui va, en quelque sorte, quand même, plonger dans une compromission terrible, qui va, on en parlera peut-être, je pense qu'il faut quand même en parler, mais une compromission qui conduira quand même, après, à un conflit militaire armé, pour le moins précipité et suspect dans ses fondements. Frédéric Lefebvre, 2007, scandale libyen, 2012, scandale Big Malion. Est-ce que la droite peut se remettre de telles affaires si elles arrivent jusqu'au jugement? Et avec Fillon. les précautions, et 2017 Fillon. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste faire une remarque. C'est que vous analysez la guerre comme une conséquence de tout ça. Ça, c'est si les juges... Non, mais... C'est plus compliqué. Enfin, allez-y. On dira après. Conséquence ou pas, mais... La fin du feuilleton, disons, en tout cas... Attendons de voir ce que les magistrats vont dire. Absolument. Parce que vous pouvez avoir aussi une lecture totalement inverse. Et je pense que, vous savez, nous, on a vécu, aux côtés de Nicolas Sarkozy, le complot Clearstream, qui le visait, qui était une manipulation. Et donc, évidemment, quand on a vu arriver ces accusations sur la Libye, et par réflexe, on s'est évidemment
on a imaginé immédiatement que c'était du même acabit. Donc il y avait un traumatisme Et- de Clearstream. Quand Oui, vous bien avez vécu ce genre de manipulation, Absolument. moi j'ai vu Nicolas Sarkozy penser que sa carrière politique était terminée. Il Alors était pourquoi abattu. je dis la guerre et la fin du feuilleton? Non mais Parce que Muammar juste. Kadhafi brandit, justement, au Mais- moment du conflit armé, il brandit cette menace en disant « Mais attendez, je vais vous montrer ce que j'ai donné. » Mais c'est pour ça que je veux juste te dire ça, c'est que, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles parce que beaucoup de gens parlent de la lenteur de la justice. Je pense que pour les juges, compte tenu, à partir du moment où vous avez Kadhafi, qu'il est dans une guerre, ce personnage peut parfaitement avoir aussi totalement monté cette affaire pour essayer de déstabiliser Nicolas Sarkozy, qui est à la tête d'une guerre contre lui aux yeux du monde entier. Donc, et je pense que c'est évidemment ce que les juges sont en train, et les magistrats sont en train de regarder. Et je pense que c'est important que tout le monde ait bien en tête, parce que je vois la lecture qui est faite des événements. J'ai été sur quelques plateaux de télévision où, par exemple, on montre l'accueil de Kadhafi en France par la France. On oublie de dire que, par exemple, Assad a été reçu aussi, ce qui A été reçu, pas absolument, glorieux le non 14 plus. juillet. Mais, Mhm. et à l'époque, c'est une stratégie qui est de dire on ramène des gens autour de la table qui sont des gens pas fréquentables, mais comme dans le passé, avant Nicolas Sarkozy, il y a pu avoir avec Arafat. C'est le fameux projet l'idée- l'Union pour la Méditerranée. Qui Là, fera c'est du l'Union reste, pour la Méditerranée, mais qui comme il y sera a eu du cette reste, logique de ramener Arafat autour de la table, qui était pas fréquentable puisque c'était un terroriste, mais qui voilà. Donc ça, je voulais juste dire ça parce que c'est important en fonction de ce que Oui, décideront. N'oublions pas, ce que diront que les juges ont déjà depuis 2 ans, 3 ans, identifié l'origine de l'argent qui est parvenu à Claude Guéant, Ouais, si- le directeur de campagne si- de Sarkozy. Voilà, ce qui est important. Et que cette origine est libyenne. Enfin, c'est-à-dire que Claude Guéant, le directeur de campagne, a reçu des fonds, 500 000 euros, provenant des caisses du régime libyen. Et donc ça, il y a déjà quand même beaucoup d'éléments qui sont établis par Éléments matériels. l'enquête judiciaire, qui sont pas du complotisme, mais qui sont de la cruelle réalité. Parce que pour que les gens qui nous regardent comprennent, évidemment, vous avez mais 1000 fois raison. Les questions que vous soulevez, qui sont des questions, si j'ose dire, et sans surplomb, de bon sens, évidemment que nous nous les posons. On n'a vraiment pas envie à Mediapart d'être les otages d'un régime aux abois, qui est une épouvantable dictature, qui était une dictature à la tête de laquelle il y avait un tyran, qui, parce qu'il y avait une guerre, est prêt à faire une sorte de Clearstream à l'échelle géopolitique. Seulement, comme le dit Karl, il y a aujourd'hui des éléments matériels qui montrent, ça vient d'être dit, que par exemple Claude Guéant, 3 mois après la visite dont tout le monde se rappelle de Kadhafi à Paris, aucune démocratie ne l'avait accueilli comme ça à ce moment-là, hein, qui était la renotabilisation de l'ancien État paria, l'État terroriste. On se rappelle tous, hein, la tente dans les jardins de la République, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, le pays de la Révolution française. 3 mois après, Claude Guéant s'achète un appartement avec 500 000 euros derrière l'Arc de Triomphe, derrière lequel se cachent 2 personnes, Alexandre Joury, qui est aujourd'hui incarcéré à Londres dans l'affaire libyenne, et Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Muammar Kadhafi, qui vient de réchapper miraculeusement à une tentative d'assassinat en Afrique du Sud, où il s'était réfugié, après des révélations d'ailleurs de Mediapart en 2012. Mais il y a un autre, par exemple, un autre élément matériel. Ils sont nombreux, mais il y en a un autre. C'est le carnet manuscrit d'un dignitaire libyen, qui est l'ancien ministre du pétrole et l'ancien premier ministre de Libye, qui s'appelle Choukri Ghanem. Ce carnet, il n'y a pas de doute sur son authenticité. Elle a été prouvée par 3 justices européennes, en l'occurrence la police hollandaise, la justice norvégienne et la justice française. Cet homme, en 2007, et précisément en avril 2007, c'était une sorte de journal de bord de la dictature, parce qu'il préparait ses mémoires, il écrivait d'ailleurs de manière assez littéraire, à la main, en arabe évidemment. Il consignait une partie des versements du régime vers le clan Sarkozy. En 2007, il ne peut pas savoir que dans 4 ans, il va y avoir la guerre. Il ne peut pas prévoir 4 ans à l'avance que son régime sera aux abois et qu'il faut fabriquer, en quelque sorte, un Clearstream international pour faire tomber Sarkozy. J'ai encore un autre exemple. Le Senoussi dont je parlais tout à l'heure, qui est le condamné de l'affaire du DCDH-UTA, qui est celui qui dit avoir remis les valises à Takedine, qui dit les avoir amenées en France. Bon, il est prouvé que l'équipe Sarkozy, dont vous n'étiez pas, hein, vous n'apparaissez pas dans le dossier, ça c'est très clair, a tout fait, au moins jusqu'en 2009, pour faire tomber son mandat d'arrêt dans l'affaire du DCDH-UTA. C'est-à-dire qu'il y a eu des diligences judiciaires. D'ailleurs, Abdallah Senoussi a pris comme avocat Thierry Herzog,
qui est l'avocat personnel de Nicolas Sarkozy, un mois après la première visite de Sarkozy en Libye. Et tout a été cherché pour trouver la faille juridique. Il y a des mémoires qui ont été faits. Les avocats qui ont fait les mémoires l'ont reconnu pour que le mandat d'arrêt soit inopérant. Tout ça au mépris d'une décision souveraine de notre justice et de la mémoire des victimes. Ça peut faire partie, on va voir ce que vont décider les juges, mais tout ce qu'on est en train de dire peut faire partie du jeu de contrepartie qu'il y a dans un pacte de corruption. Pacte de corruption, c'est des intérêts convergents. On voit financièrement quels peuvent être les intérêts d'une partie du clan Sarkozy dans cette histoire, et on voit quels peuvent être les intérêts politiques, géopolitiques, judiciaires de la dictature libyenne. Frédéric Lefebvre, vous publiez Chaos, Chaos, histoire secrète de la guerre des droites. C'est un récit de l'intérieur, de ces années Sarkozy, et puis des années, entre autres, mais il y a quand même beaucoup de Sarkozy, et puis des années Hollande et des déchirements, règlements de comptes et petits assassinats entre amis au sein des Républicains sous François Hollande. Vous écrivez « J'ai choisi la voie de la cohérence, celle du refus de la dérive identitaire engagée par un Nicolas Sarkozy égaré, poursuivi par un François Fillon aux abois, puis cultivé par un Laurent Wauquiez opportuniste ». Laurent Wauquiez préside aujourd'hui les Républicains, un parti que vous avez quitté pour constituer, avec quelques parlementaires de droite, une formation politique qui s'appelle Agir. Agir en liaison avec l'ancienne UDI de Jean-Christophe Lagarde et qui soutient la plupart des réformes d'Emmanuel Macron. Comment tourner la page Sarkozy aujourd'hui quand Sarkozy a plus que soutenu, a promu la candidature de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, quand la plupart des grandes fédérations des Républicains sont encore sarkozystes, et quand, on l'a vu avec l'élection de Wauquiez, le noyau dur des militants de droite aujourd'hui reste absolument sarkozyste. On a décrit un peu son tour de piste politique ces derniers 10 jours avant qu'il soit mis en garde à vue, et il est toujours le parrain incontesté de la droite. Comment tourner la page Sarkozy? Alors, je dis dans ce livre, et vous avez lu cette phrase qui montre bien une continuité. Quand je parle d'âme égarée à un moment dans le livre à propos de Nicolas Sarkozy, je fais référence au Nicolas Sarkozy que j'ai rencontré quand j'étais jeune, qui s'est défini lui-même d'ailleurs, avec des racines de sang mêlé, il avait soutenu Chaban, comme moi j'ai été la petite main du cabinet de Chaban, c'est là que j'ai commencé ma vie politique. J'ai théorisé l'ouverture, j'ai beaucoup travaillé, y compris quand il était ministre, à essayer de rapprocher, d'où les liens que j'ai pu créer avec Manuel Valls ou beaucoup d'autres personnalités de gauche, Julien Drey, que je croisais tout à l'heure sur un plateau par exemple. Et donc, on avait théorisé l'ouverture. Et là, dans ces mois où le pouvoir sur la campagne a été capté, on a vu apparaître Buisson, une nouvelle ligne, et dès 2006, on a vu apparaître, par exemple, l'idée du ministère de l'Identité, qui n'a pas été, je raconte comment, qui n'a pas du tout été partagée avec les gens de la campagne, mais qui a été mise comme ça à un moment où plus personne ne pouvait rien dire, puisqu'on était sur la fin de la course. Je raconte comment ensuite, François Fillon s'est retrouvé prisonnier de sens commun, parce que du fait de l'affaire révélée par le Canard enchaîné, et je raconte comment Nicolas Sarkozy, personnellement, Laurent Wauquiez à la manœuvre, ont essayé de déstabiliser François Fillon, en espérant évidemment pouvoir, malgré le résultat catastrophique de la primaire, reprendre la main. Et comment ensuite ils ont empêché la solution alternative Juppé. Et du coup, au Trocadéro, la seule solution pour François Fillon, c'est de s'allier en réalité avec Sens commun, et donc avec ceux qui aujourd'hui font le lien avec Marion Maréchal Le Pen, et donc avec l'extrême droite, tout ce qui, moi, me fait fuir, et du coup, se construit progressivement mon départ des Républicains. Mais aujourd'hui, Fillon, à la limite, a l'excuse, en tout cas, ça explique son geste de se protéger. Ce que je raconte dans le livre, ce qui est beaucoup plus dangereux pour l'avenir de la droite, c'est que Laurent Wauquiez, lui,
il organise de manière méticuleuse, délibérée, souterraine, des passerelles avec cette droite identitaire, qui est finalement d'ailleurs beaucoup plus à l'extrême droite que ne l'est Marine Le Pen elle-même, avec l'objectif de créer ce qui s'est passé en Autriche, de créer ce qui s'est passé en Italie, c'est-à-dire Et là, il a le feu vert de Sarkozy pour ça. Évidemment. Mais c'est de toute façon la ligne sur laquelle est Nicolas Sarkozy. J'emploie à un moment cette formule en parlant de 2012. Je dis Nicolas Sarkozy est sur une jambe droite bodybuildée et une jambe gauche atrophiée, alors qu'on avait gagné en 2007 sur l'équilibre. Et en 2017, il est unijambiste sur la jambe droite. Et là, on est dans le prolongement de cette stratégie. Je raconte d'ailleurs une anecdote. Je vous souvenez de Jean-Frédéric Poisson, qui vient me voir dans l'hémicycle, pensant que je suis encore très proche de Nicolas Sarkozy, alors que je ne lui parle plus, pour me faire une offre de service, en disant, si je vais à la primaire, dis à Nicolas que moi, je ferai le rapprochement avec l'extrême droite. Et évidemment, vous l'avez retrouvé, il était candidat à la primaire. Et il était là pour pilonner Alain Juppé. Bon. C'est cette politique-là, cette violence-là, cette brutalité-là, que je dénonce dans ce livre. On va être obligé je suis obligé de vous interrompre, Frédéric Lefebvre. Mais ceux qui nous regardent pourront poursuivre avec la lecture de Chaos, Histoire secrète de la guerre des droites. Oui, c'est un peu les séries télé, House of Cards et ce genre de choses. Quel monde! Vous avez bien fait de partir, non? Vous vous en félicitez du reste. Oui, ben je vais vous dire. Enfin, je raconte aussi comment j'ai failli le payer très cher. Et finalement, j'ai rencontré des embolies pulmonaires sur ma route que je vis comme une chance aujourd'hui. Bien. Merci Frédéric Lefebvre.